La France, jadis symbole de force, d'intellect et pays que tout le monde idéalisait pour sa gastronomie, ses paysages et son bon vivre, est aujourd'hui en déclin. Que ce soit économiquement, socialement ou juridiquement, la France est aujourd'hui à la ramasse et tire sur la corde au maximum pour maintenir l'ombre d'un système qui n'est plus. Mais même s'ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer, les Français le savent, il n'y a bientôt plus de corde. Si tu es une personne qui veut préserver ta santé mentale, ta sécurité, que tu veux pouvoir développer un business ou que tu veux simplement pouvoir te projeter dans l'avenir sereinement, je pense que d'envisager quitter la France est cohérent. Chaque jour, les signes de l'effondrement s'accumulent et toute personne dotée d'un minimum d'instinct de survie sent la catastrophe arriver. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que l'idée de partir de France t'a déjà au moins une fois effleuré l'esprit. Et que ceux qui pensent que tout va bien aillent le dire à ceux qui sont prisonniers d'une routine, emportés par le rythme de leur vie, où leur pouvoir d'achat, leur sécurité et leur bien-être diminuent de jour en jour, tout en se sentant méprisés par un gouvernement qui demande toujours plus aux Français, pour les intérêts de tous, sauf des Français. Ce n'est pas pour rien que les Français actifs et acteurs de la société sont de plus en plus nombreux à quitter le territoire, mais surtout qu'ils ne reviennent pas. Si on nommait le fait qu'ils sont toujours plus taxés pour un système qui ne tient pas ses promesses, ils partent surtout pour améliorer leurs conditions de vie. Ils partent pour des endroits où ils se sentent en sécurité, au calme, où leur niveau de stress diminuera et où les mentalités leur conviennent mieux. Ils partent parce qu'ils n'arrivent plus à se projeter en France. Alors cette vidéo n'a pas pour but de tirer sur la France, mais de parler de mon expérience personnelle, de te donner les raisons pour lesquelles moi je suis parti et la solution qui pour moi est la meilleure si tu veux toi aussi faire pareil. Je trouve ça bête de pas saisir les opportunités. Alors moi j'avais beaucoup ce commentaire là en mode oui reste et vote bien. Bah déjà tu peux voter quand t'es à l'étranger aussi. Déjà tu peux voter quand t'es à l'étranger. Ça, hein. tu votes aussi, t'es juste à l'étranger, t'es expatrié quoi. C'est ça. T'es encore français avec ta carte d'identité, ton passeport français donc... Puis au-delà de ça, pour parler des responsabilités de chacun, bah je vais pas attendre que ce soit le voter que ça change ma vie quoi. Mais... Si ça change tant mieux, ouais. Sinon je m'adapte. Et puis à l'échelle individuelle, qu'est-ce que tu veux changer? Et puis si on parle de vote, ça voudrait déjà dire qu'il y a un parti qui est là en possibilité qui correspond à ce qu'on veut aussi. Parce que ça on n'en parle pas assez, les gens veulent catégoriser droite, gauche, machin. Peut-être qu'il n'y a aucun parti qui nous correspond à 100%. La première raison pour laquelle je suis parti, c'est pour les mentalités. Ces dernières années, j'ai vraiment eu le sentiment que l'ambiance devenait malsaine, comme si le pessimisme et l'agressivité avaient remplacé les échanges et la communication. Les Français semblent tous divisés en petits groupes et sous-petits groupes, qui prennent tout comme une agression si la personne en face d'eux ne s'aligne pas totalement avec leurs croyances. Que ce soit la bataille entre les hommes et les femmes, entre la gauche et la droite, entre les arabes et les blancs, ou que sais-je, tout le monde se bat contre tout le monde. Et moi, c'est clairement pas quelque chose qui me fait rêver. J'aime le calme et la simplicité. J'en avais marre de devoir marcher sur des œufs ou de me justifier quotidiennement, qu'on interprète tout ce que je pouvais dire et de le prendre à chaque fois comme une agression. Comme si chaque rencontre que je faisais était forcément dans le conflit. Je sentais que les personnes ne s'écoutaient plus pour se comprendre, mais pour répondre et montrer à quel point c'est leur camp qui est la plus grosse victime de la société, que leur vision du monde est meilleure et que si tu n'y adhères pas, c'est toi le problème. Là, on est beaucoup dans une mouvance de pointer du doigt celui qui te rejette. Ouais. Pointer du doigt ceux qui me rejettent, c'est pas normal que vous me rejetez. Au final, vous êtes un raciste, un grossophobe, tout ce que tu veux. Mais à aucun moment, il y a une remise en question personnelle. De se dire, ok, je suis en société, dans un groupe, dans un collectif, avec une majorité. Le fait que je sois une minorité qui peut déranger, alors ça peut se discuter, hein. Évidemment qu'on évolue sur plein de sujets, mais il n'y a aucun moment où la personne se dit responsable, se dire, ok, qu'est-ce qui dérange finalement dans ce que je fais, dans ce que je dis? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et moi, ça me pose vraiment un problème, ce truc-là. Et aujourd'hui, une sorte d'égoïsme et d'égocentrisme, ça se sépare, ça crée un mur dans la société, et on n'essaye plus de se comprendre, et ça, c'est le gros problème. En fait, c'est conflictuel, ouais, c'est un environnement conflictuel, et qui se ressent de plus en plus. Mais tout le temps, hein. Dès que tu dis quelque chose, tu dis moi je préfère les femmes fines. Ah ouais, t'es grossophobe? Je préfère vivre en Hongrie qu'en France. Ah ouais, t'es raciste? Ah ouais, ouais. Ça marche, ok. Je trouve que les gens aujourd'hui réfléchissent beaucoup moins et réagissent beaucoup plus aux émotions en réalité. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème parce que du moment où la personne en face de toi te pose une étiquette de ce qu'elle détermine, ouais. On peut plus rentrer en relation. Elle peut plus te comprendre. Son empathie ne fonctionne plus et tu peux plus échanger réellement. La personne va être fermée sur ses idées, elle va avoir ses propres conclusions avant même de discuter, et à partir de là, il n'y a plus de dialogue. Cette rupture sociale est pour moi une des principales causes du climat anxiogène en France. Ce n'est pas pour rien que de plus en plus de jeunes se disent seuls ou en dépression. Rien d'étonnant au fait que la France soit championne du monde quand on parle de consommation d'antidépresseurs. Alors tu me diras si c'est pareil pour toi, mais quand je suis dehors, je sens vraiment une tension, une lourdeur dans l'air, une négativité ambiante que je ne retrouve absolument pas dans beaucoup de pays où je vais, comme la Hongrie en ce moment par exemple.
C'est peut-être un peu fort, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde souhaite du mal à tout le monde, que personne ne veut te voir réellement t'épanouir. En face de toi, ils voudront te voir réussir, mais ils ne voudront jamais que tu réussisses mieux qu'eux. Peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué, moqué et on te souhaitera l'échec. D'ailleurs, l'échec, parlons-en, car je ne pouvais évidemment pas parler de mentalité française sans parler d'entrepreneuriat. Le lien d'entrepreneuriat en France est quand même très particulier. Que ce soit le rapport à l'échec où il ne faut absolument pas échouer sinon c'est pas bien, le soutien quasi inexistant de ton entourage, les jaloux heureux de te voir échouer, ou la paperasse et les taxes qui assassinent tous ceux qui souhaiteraient s'en sortir, rien n'est fait aujourd'hui pour inviter les Français à innover. C'est pas pour rien que la quasi-totalité des entrepreneurs que je connais ont explosé dans leur business une fois qu'ils sont partis de France. Sans parler des taxes, ils ont troqué un entourage déconnecté de leur monde pour un entourage qui leur ressemble. Au cours de mes différents voyages, j'ai régulièrement rencontré des personnes qui partageaient mes ambitions, mon style de vie, et c'est en quittant la France que j'ai pu sortir de cette négativité. Parce que les personnes que j'ai rencontrées étaient soit des entrepreneurs qui étaient déjà partis pour les mêmes raisons, soit des locaux avec qui j'ai partagé des moments de sympathie qu'il est aujourd'hui difficile de retrouver en France. La deuxième raison pour laquelle je suis parti de France, c'est pour son système social. Alors qu'on soit d'accord, je n'ai rien contre le fait d'être dans un pays étatiste si tout fonctionne correctement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va commencer par la fierté des Français qui n'ont jamais voyagé. Le système de santé. Il n'y a qu'à voir, dès que je parle de partir de France, les moralisateurs du web m'insulter en commentaire et me dire de rendre la sainte carte vitale. Pour les expatriés, c'est pas parce qu'on est expatrié qu'on paye pas forcément nos impôts en France. Et oui, il y a une différence entre être résident et résident fiscal d'un pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui crachent sur les expatriés, disent ouais, vous payez pas vos impôts, rendez la carte vitale, etc. Mais il y a une bonne partie des expatriés qui continuent d'avoir leur activité en France, qui payent leurs impôts en France. Oui, ils sont juste résidents physiques. Ils sont juste résidents, exactement. Et moi, ça a été mon cas pendant une bonne partie de mon expatriation. C'est pas ça dépend de tes droits aussi, tu vois. Si tu payes encore tes taxes en France, etc., tu as droit à tout ça. Mais ce qui est curieux, c'est ce fameux les soins sont gratuits en France. Ils sont pas gratuits. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, tu prends ta fiche de paye en tant que salarié et tu regardes tes cotisations et tu vas voir combien tu payes par mois. Alors sache qu'aujourd'hui, le système de santé français n'est même pas dans le top 10 des meilleurs européens et est au mieux 20e meilleur système au monde. Perso, j'ai jamais été trop fan de ce système où je devais cotiser tous les mois des centaines d'euros pour avoir des soins, soi-disant remboursés, alors qu'ils le sont de moins en moins. Et si c'est pas du foutage de gueule, j'ai même des potes qui se sont fait rembourser 30 centimes sur leurs lunettes. 30 centimes, ça valait le coup de cotiser. Je préfère de loin gérer mon budget santé moi-même et payer de ma poche ses soins, surtout si cela veut dire que j'aurai un rendez-vous rapidement. Parce que oui, ici on parle souvent des hôpitaux qui s'effondrent par manque de lits et de personnel, on ne parle pas encore assez du fait qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un médecin. Et je ne suis pas sûr qu'un système de santé où j'ai besoin d'attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous qui concerne ma santé peut se vanter d'être le meilleur système. Et évidemment, ça c'est sans parler des urgences qui sont surchargées avec un temps d'attente moyen de 9 heures. On a un bon système de santé, mais il tend encore une fois à se dégrader. En fait, s'il y a un point principal sur lequel moi je suis content d'être parti, c'est qu'en partant, je me suis rendu compte à quel point la France, sur plein de domaines, est en train de couler, de s'effondrer. Alors, on part de tellement haut. C'est ça qui est biaisé. En fait, les gens se disent encore, la France c'est incroyable. C'est vrai, la France c'est un super pays, on est encore dans les top puissances mondiales, mais on est en pente descendante. Et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué pour ma vie personnelle, c'est qu'en étant à Budapest, qui est une ville en flèche montante, tu te sens dans un espèce de courant montant, à contrario de la France où tu te sens dans un courant descendant. Et je trouve que ça joue sur le moral, sur les projections, sur plein de domaines. Il faut toujours remettre les choses à leur place. Évidemment, pour les Hongrois, c'est compliqué parce qu'ils ont un niveau de vie qui est inférieur à celui de la France. Avec l'inflation récente en plus. C'est ça. Dans notre cas à nous, ça va être très intéressant, la Hongrie. Et quand je parle de courant montant, c'est une dynamique. Budapest, depuis que j'y habite, c'est en pleine expansion. Il y a des nouveaux restaurants dans tous les sens. Il y a des parcs qui apparaissent de partout pour les enfants. C'est vraiment une ville que tu sens qui est en expansion. Ils prennent extrêmement soin de leur architecture. Bastion des pêcheurs, ils sont en train de créer des bâtiments un peu à l'ancienne avec les anciennes architectures. C'est magnifique. Même au Buda Castle. Exactement, bien sûr. Et du coup, le fait d'être dans un courant comme ça qui avance, qui progresse, ça fait vraiment plaisir. En France, j'arrive pas à trouver les points qui progressent en réalité. Dans la même veine, on pourrait aussi parler du système des retraites, mais je vais pas m'étaler dessus parce que toute personne sensée sait que c'est un énorme scam et qu'on cotise pour une retraite qu'on ne verra jamais, alors même que les cotisations des entrepreneurs pour cette retraite est passée de 21 à 26% récemment. Ce n'est pas un secret, la France est connue pour avoir une des pressions fiscales les plus fortes du monde, avec des impôts et des cotisations sociales déjà très élevées et en augmentation constante. Je n'arrive vraiment pas à voir comment la France peut s'en sortir. Toutes les actions qu'elle mène aujourd'hui visent à
promettent toujours plus d'aide, plus de RSA, plus de salaire, mais financé par qui ? Eh bien financé par les gens qui veulent travailler pour s'en sortir. C'est toi qui payeras pour les gens qui ne veulent pas bosser sous prétexte d'égalité. Et ça, peu importe si le gouvernement au pouvoir est de droite ou de gauche. Une grande partie des gens tendent le bâton pour se faire battre. Une grande partie des gens attendent des changements du gouvernement, des aides, etc. pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie, mais vont pas bosser. C'est une sorte de soumission indirecte parce qu'on donne sa responsabilité de sa propre vie à quelqu'un d'autre, que ce soit l'État, son patron, etc. Alors, il n'y a aucun problème avec le salariat, tu vois, c'est un très bon modèle aussi, mais le fait de donner ses responsabilités pour son avenir, pour sa retraite à l'État, les gars... pas être trop naïf, hein. La retraite pour notre génération, je suis très curieux. Alors, ce podcast, on verra s'il est là dans 30-40 ans, mais je suis très curieux que si notre génération, les gens toucheront leur retraite. Moi, ça me fait marrer quand on me dit ah, mais du coup, tu cotises pas pour ta retraite. Et je suis en fait, mais les... Ça, tout le monde le dit. Toi aussi, on te l'a dit plein de fois. Oui. Bon, après, pour les personnes qui sont de la génération avant la nôtre, nos parents, etc., c'est normal de parler de ça de cette manière parce que eux, dans leur modèle, ça a été vraiment le modèle vendu qui fonctionne. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, je comprends. Mais quand t'as un mec de 25 ans qui me dit ça, je trouve ça inquiétant. Exactement. Quoi. Même si t'es pas sûr. Même si tu te dis, ok, à 70%, j'ai les chances d'avoir une retraite, ok, mais construis ta retraite toi-même. Oui. C'est une question de prendre ses responsabilités. De toute manière, tout est basé là-dessus. C'est à quel degré de ta vie tu prends tes responsabilités. À force d'encourager l'assistanat, de moins en moins de personnes vont vouloir travailler. Donc ceux qui travaillent encore seront toujours plus taxés pour payer les parasites. Et en plus, ils se feront cracher au visage parce qu'en France, les gens qui réussissent sont détestés par les gens qui voudraient réussir sans rien faire. D'ailleurs, petite stat que j'ai vue récemment, 40% de la population française vit à la charge de l'État. Alors je n'ai jamais eu de problème à payer des impôts, sinon je serais parti dans un paradis fiscal. Mais j'attends de ces impôts qu'ils améliorent mon quotidien. Et c'est pas le cas en France. Ce que j'ai l'impression, c'est que nos élites ont compris que le navire prenait feu et ils essaient d'engranger un maximum avant de le quitter et de laisser tout l'équipage couler avec. Personnellement, je préfère ne pas être là quand le bateau va couler. Et pour faire tourner une société, des services, etc., il faut que les gens payent des impôts, il n'y a pas de problème avec ça, aucun problème. Par contre, quand on commence à te prendre quasiment la moitié, avec la TVA, c'est plus de la moitié de ce que tu génères, c'est délirant. En réalité, philosophiquement, je ne peux pas l'accepter, à moins que vraiment tout tourne rond. Mais là, c'est pas le cas. Oui, c'est ça. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça me dérange pas de payer des impôts, peu importe le pays dans lequel je suis, à partir du moment où je sais que je paye pour quelque chose qui me convient. Quand je paye pour que les forces de l'ordre me protègent, mais que j'entends qu'il y a 160 attaques au couteau par jour en France, je suis en mode c'est quoi ça ? Quand je paye pour que le système éducatif s'améliore et qu'on mette des couleurs aux élèves plutôt que des notes, parce que si on leur met des notes c'est trop traumatisant, je me dis c'est quoi ça ? Mais bien sûr, l'éducation, on peut en parler aussi, c'est du délire. Si c'est pour ton gamin, ils prennent de l'idéologie dans la tronche, bah non, désolé. Même les écoles privées, ça commence à être compliqué. Oui. Même les écoles catho privées, ça commence à être compliqué. Alors je dis pas que moi je voulais pas une éducation catho pour mes gamins, c'est pas ça le sujet, mais juste apprendre ce qui est concret et pas d'idéologie là-dedans, quoi, qu'il se forge sa propre idée sur lui-même, sur la vie, la société, etc. Sinon ça devient malsain, quoi. La troisième raison pour laquelle je suis parti, c'est pour ma sérénité, pour le calme et la sécurité. Alors quand bien même que certaines personnes me disent que la France, c'est pas les favelas, je ne suis pas sûr qu'il faille attendre d'arriver à ce stade pour réagir et je ne trouve pas normal qu'un pays comme la France soit dans la situation dans laquelle elle est actuellement. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui se sent à l'aise dans les campagnes, alors il m'était impensable d'habiter dans la diagonale du vide pour fuir une insécurité grandissante dans les villes. Surtout que j'ai comme l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant que les campagnes françaises soient elles aussi touchées. Là j'imagine dans les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire ouais mais ces mecs-là, est-ce qu'ils ont subi directement l'insécurité dans leur vie ? Alors peut-être oui, peut-être non, moi ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, mais c'est pas la question de fond. La question de fond, c'est que ça se dégrade. Quand tu commences à avoir une approche responsable de ta vie, de ta future famille, de ton futur, tu fais des projections. Moi j'ai pas envie d'avoir une gamine où, comme à Strasbourg, il y avait eu, c'était il y a 2 ans, une attaque, en gros, c'était au Quick. Au Quick, t'as eu une bagarre, batte de baseball, couteau, etc. Ils ont tous fini à l'hosto. Tu te dis, imagine t'as une gamine de 14 ans, elle va au Quick avec ses copines. T'as ça à côté, c'est impensable, de laisser faire ça, tu vois. Alors quand je pensais à partir de France, je savais qu'il y avait un problème de sécurité, mais je me disais, ouais ça va, il y a pire, mais c'est vraiment en vivant à l'étranger qu'on se rend compte quand on revient sur le territoire français qu'il y a un vrai problème. Et honnêtement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment certaines personnes peuvent affirmer que l'insécurité n'est pas grandissante en France, alors que des annonces pour se méfier des pickpockets sont présentes dans toutes les grandes gares et métros, que les femmes doivent réfléchir à comment s'habiller pour ne pas se faire agresser, que de rentrer seul passer une certaine heure ou dans certains quartiers est devenu impensable, qu'un simple regard peut finir en coup de couteau, que des multirécidivistes soient relâchés dans la nature sans être inquiétés,
que des OQTF soient encore sur le territoire français, que les agressions violentes, meurtres, attaques sont devenues des faits quotidiens, et j'ai même vu récemment qu'il y avait de disponibles des applications qui proposent des itinéraires pour éviter certaines zones qui seraient des zones à risque. Si ça c'est pas un aveu d'insécurité, je ne comprends plus. Actuellement, je suis en Hongrie et tous les Français qui y passent sont unanimes. La sécurité n'a rien à voir. Je t'invite à venir y passer quelques jours pour t'en rendre compte, mais tous ceux qui sont venus ont été choqués. Et ça, c'est le cas pour des dizaines de pays à travers le monde. Et s'il reste des sceptiques, l'indice de criminalité de la France a totalement explosé ces dernières années pour la positionner maintenant en tête de liste des pays européens. Ah oui, il n'y a aucune insécurité ici. Oui, parce que c'est puni direct en fait. Elle est extrêmement pauvre en tout cas. Après, j'avais pris les chiffres pour l'anecdote parce que moi j'aime bien un peu calculer, etc. Et je m'étais posé des questions. Est-ce que concrètement dans les statistiques, la Hongrie a un taux plus faible, par exemple sur les agressions, les violences qu'en France? Et j'avais pris l'exemple des violences et je les ai comparés au taux d'habitants, parce qu'il y a 6 fois moins d'habitants en Hongrie, on est 10 millions à peu près, alors qu'en France on est plus de 60 millions. Mon calcul est arrivé au fait qu'il y a 8 fois moins de violences par habitant en Hongrie qu'en France. C'est aussi des choses qui sont concrètes et statistiques. Mais par contre, en termes de ressenti, là c'est exceptionnel. J'ai jamais, en 4 ans, 3 ans et demi, j'ai jamais eu de problème, jamais vu de problème autour de moi. Et surtout, pour les femmes, qu'elles soient en vacances ici ou qui habitent ici expatriées, elles se sentent en sécurité totale ici. En Hongrie, t'es une femme, tu t'habites comme tu veux, à 4h du matin, tu rentres seule, c'est quelque chose de normal. Et même dans la rue, la différence au niveau des regards, tu te fais pas siffler à Budapest. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui se fait siffler. Enfin, je sais pas si toi t'as déjà vu ça. Jamais. Rien que ça, c'est quelque chose que moi en tout cas j'ai jamais vu, quoi. Aujourd'hui, en France, les forces de l'ordre sont dépassées, elles n'ont ni les moyens légaux ni financiers de nous protéger, et combiné aux conditions de vie qui se dégradent, on se rend bien compte que la sécurité n'est pas prête de s'améliorer dans l'Hexagone. Pour vivre sereinement et me sentir bien, être dans un environnement calme est mon critère le plus fondamental. Sentir que mon esprit est reposé, en paix, ça me permet de voir les choses sous un angle totalement différent, d'avoir des relations totalement différentes et de vivre ma meilleure vie. En fait, j'ai juste pas envie de vivre en me méfiant de tout, ou d'ignorer ce qui se passe en espérant que ce ne soit que temporaire. J'ai juste envie de vivre tranquillement et je n'y arrive plus en France. Alors pour moi maintenant, il y a 4 solutions possibles si tu partages le même constat. Faire celui qui ne veut rien voir et espérer que d'autres arrangent la situation pour toi, vivre sur les aides en restant chez toi à regarder Squid Game, tenter de renverser le pouvoir et lutter contre tout un système et tout un peuple pour rabattre les cartes, ou partir. Et si tu choisis de partir pour ne pas couler avec le navire, il y a pour moi 2 choses à faire. La première, c'est de développer un business en ligne. Aujourd'hui, c'est relativement simple pour ceux qui s'en donnent les moyens et ça t'offrira la liberté financière et la liberté de temps. Tu peux par exemple faire du montage vidéo, des miniatures YouTube, du copywriting, faire du coaching, apprendre une langue aux gens, faire des vidéos sur TikTok, sur YouTube, lancer une boutique en ligne, vendre des services divers. Il y a une infinité de possibilités maintenant. Tu as forcément quelque chose qui est monétisable et si tu ne veux pas monétiser ce que tu peux monétiser, il y a des ressources trouvables gratuitement sur YouTube pour te former par toi-même dans n'importe quel domaine. Et si ces informations ne te suffisent pas, il y a des dizaines de personnes compétentes qui t'apprendront des centaines de compétences avec plaisir. Si tu es à la fois libre financièrement et géographiquement, c'est ton passeport pour quitter des situations qui impactent négativement ton quotidien et ton environnement et auxquelles tu ne peux pas remédier. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement de quitter la France pour un pays qui te convient mieux, dans lequel la qualité de ta vie sera meilleure. Tu peux partir physiquement dans un premier temps et fiscalement dans un second temps. Ça permet aussi de saisir beaucoup d'opportunités de partir vivre à l'étranger. Il y a beaucoup d'expatriés dans le digital qui sont à l'extérieur de la France et du coup pour le réseau, c'est exceptionnel de partir. De toute manière, on dit toujours que on est les résultats des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. Et quand tu fais l'entrepreneuriat, c'est encore plus viable comme phrase. Et le fait de partir et de traîner pratiquement qu'avec des personnes qui font le même domaine que moi, donc l'e-commerce, business en ligne, t'es baigné là-dedans, on s'entraide, on apprend, on se forme en permanence, on partage les informations et du coup on avance 10 fois plus vite. Si j'étais en France, je serais seul dans mon activité. J'aimerais conclure en disant que partir de France ne veut pas dire ne plus aimer la France. Beaucoup de Français qui sont partis aiment la France qu'ils ont connue, mais ont fait le choix de prendre leur vie en main sans attendre que d'autres règlent leurs problèmes pour eux. Et c'est sûrement grâce à eux que la France qu'ils aiment perdurera en emmenant avec eux un bout de cette France.